Bien, bonjour, bonjour tout le monde. Donc, merci d'être à cette nouvelle visio qui va traiter du thème prévenir les LGBT plus phobie en milieu scolaire. Merci aussi d'avoir répondu au petit sondage que nous vous avons adressé par l'intermédiaire du SOFIA. Ça a permis de cerner un peu plus les attentes concernant cette thématique. Et donc, voilà, donc là, en ligne, il y a 160 personnes, ça arrive doucement. Hein, donc, vous êtes les années 2 des équipes ressources. Donc, on va dire que vous êtes sur la fin de la formation équipe ressources phare. Et cette première visio sur cette thématique donc a été un petit peu suite à ce que nous voyons arriver au niveau des situations de harcèlement que nous recevons sur la thématique autour de la sexualité, de l'identité de genre. Et donc avec Florence Savé qui ne pourra pas être là ce soir, mais qui a largement préparé cette visio avec Nicolas. Voilà, nous avons sollicité Nicolas Saint-Giron, que je vais laisser se présenter, qui est chargé de mission, qui est enseignant, chargé de mission pour l'Observatoire des LGBT plus phobie, et qui, voilà, et c'est une grande première, ça nous fait l'honneur d'être avec nous pour animer cette visio. Donc, vous avez le lien d'émargement dans le chat, hein, donc n'hésitez pas, je le remettrai de temps en temps. Nous prendrons vos questions au fur et à mesure. C'est moi qui vais noter les questions dans le chat pour effectivement les soumettre à Nicolas au fur et à mesure de son déroulé. Et nous verrons si vous avez besoin d'une petite pause. La visio va durer 1h30. Donc, elle va être enregistrée. Et voilà, donc on échangera essentiellement dans le chat au cours de la visio. À toi, Nicolas. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Christine. Alors, je remercie donc Christine Roux, Florence Savé pour cette invitation. C'est un honneur de vous parler de la prévention des LGBT plus phobie. Donc, je suis Nicolas Saint-Giron, je suis professeur de français dans un collège marseillais. Et depuis septembre, donc depuis peu, là, je suis chargé de mission pour l'Observatoire des LGBT plus phobie. Je vais prendre un peu de temps, quelques minutes pour vous expliquer quand même ce que c'est. C'est une instance qui existe dans toutes les académies depuis maintenant 2020. C'est la DILCRA, la Direction interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, qui tous les 3 ans fait un plan national. Et dans ce plan national, il y a notamment depuis 2020 la demande de cet observatoire. Donc, l'observatoire, il a pour but en fait de rendre cohérent toutes les actions qu'il puisse y avoir à l'échelle académique sur la prévention des LGBT plus phobie, avec une feuille de route assez diverse. Notamment dans cette feuille de route, il y a la sensibilisation et la formation des personnels, d'où cette visio aujourd'hui. Voilà, donc moi je suis chargé de mission de cet observatoire depuis septembre, c'est tout nouveau. Et on essaye de mettre en place de la sensibilisation, de la formation, et aussi, depuis cette année-là précisément, j'ai monté un groupe de travail sur l'accueil des élèves transgenres dans les collèges et les lycées, parce qu'on sait que c'est une problématique qui remonte beaucoup. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Cet observatoire des LGBT plus phobie, il est lui-même au centre d'un groupe de pilotage qui est spécifique dans l'Académie d'Aix-Marseille, groupe de pilotage égalité-diversité. Ça a été voulu par le précédent recteur, et le nouveau recteur a validé ce choix-là, qui est en fait de mettre en synergie 3 chantiers importants, à la fois la lutte contre les discriminations, l'égalité filles-garçons et l'éducation à la sexualité. La prévention des LGBT plus phobie étant en fait au centre aussi de ces trois-là. Donc voilà de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Je vais proposer un exposé en 6 temps. Alors, vous ne pouvez pas parler, hein, c'est ce qu'on a expliqué, et donc vous imaginez bien ma frustration. Donc, n'hésitez vraiment pas, en effet, comme vous l'a dit Christine, à poser des questions, et Christine, elle m'arrêtera n'importe quand. Voilà, j'ai essayé de proposer un exposé qui soit en lien avec les réponses de votre sondage, et merci d'ailleurs pour vos réponses nombreuses.
Mais si je ne suis pas clair, s'il y a des besoins, n'hésitez pas. On va commencer par un temps lexical qui me paraît important autour des LGBT+. Et pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cet acronyme, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, pourquoi c'est important, parce que quand on parle de LGBT-phobie avec les élèves, c'est toujours beaucoup plus facile si le vocabulaire que eux utilisent, on le connaît. Et on verra aussi que utiliser ce vocabulaire-là, le connaître, ça permet aussi de se poser avec eux et de réfléchir de manière beaucoup plus calme à cette problématique qui parfois est un peu enflammante. Ensuite, dans un deuxième temps, d'orientation sexuelle ou romantique, plus précisément, on parlera des chiffres et des constats, souvent un peu alarmants d'ailleurs, autour du vécu des jeunes LGBT. Dans un temps, quatrième temps, je présenterai le cadre légal et institutionnel, et notamment j'évoquerai les nouveaux programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité qui sont sortis il y a 15 jours. C'est tout nouveau. Et puis dans les temps 5 et 6, j'essaierai de vous donner des billes à la fois pour qu'au quotidien, vous ayez des gestes professionnels qui puissent prévenir les LGBT+ phobies et aussi de réfléchir à ce qu'on peut mettre en place dans les actions en établissement pour lutter concrètement contre les LGBT+ phobies, les violences LGBT-phobes et puis bien sûr le harcèlement LGBT-phobe puisque vous êtes là pour ça aujourd'hui. Alors, LGBT+, on parle de quoi? On parle de ça. Hein, voilà, on parle de tout ça. Alors, je vous engage, si vous avez un stylo et un papier devant vous, à écrire peut-être les mots que vous voyez et pour lesquels le sens ne vous est pas familier, soit des mots que vous ne connaissez pas du tout, soit des mots pour lesquels vous ne seriez pas très à l'aise pour en expliquer le genre à des élèves. Alors voilà, on vrac des stéréotypes, intersexe, chromosomes, femelle, masculinité, hormones, mâle, folle et butch, mégenré, ou le mégenrage aussi, la féminité, les organes génitaux, gender fluid, non-binaire, cisgenre, transgenre, homosexualité, queer, gay, bisexualité, androgyne, coming out, pronom, drag queen, j'aurais pu rajouter drag king aussi d'ailleurs, pansexualité, asexualité, hétérosexualité, lesbienne, alliée. Voilà. Bien sûr, je vais y revenir, mais si à la fin de mon exposé, il y en a 5 que j'ai oubliés et que, voilà, bien sûr, vous n'hésiterez pas. Alors, on pourrait les ranger, ces mots, et on les rangerait de ces 3 manières-là. Des mots qu'on va mettre dans une colonne sexe biologique, des mots qu'on va mettre dans une colonne identité de genre et expression de genre, et un autre dans orientation sexuelle et romantique. Je vais bien sûr revenir sur ces 3 grandes catégories. Il y a 3 mots que j'ai mis de manière transversale, queer, allié, coming out. Je vais revenir aussi sur ces 3-là. Alors concrètement, c'est important quand on parle de lexique de parler d'identité sexuée. Quand on parle de cet acronyme LGBTQIA+, on pourrait en rajouter derrière, souvent on catégorise et voilà, on pourrait imaginer que ces catégories n'existent pas, on pourrait l'espérer. Ces catégories, c'est souvent les personnes elles-mêmes qui les ont créées pour se protéger. Voilà, donc c'est important d'en avoir conscience. L'identité sexuelle est personnelle et c'est une construction complexe qui nous appartient à toutes et tous. Il y a 3 composantes biologiques, psychologiques et sociales. Et déjà, cette distinction entre les 3 est très importante. Le petit schéma jaune, là, souvent, moi, je le montre aux élèves quand je travaille sur l'identité sexuée, pour leur montrer justement qu'il y a une différence entre ce qui est au niveau du sexe biologique, je vais y revenir, de l'identité psychologique, c'est ce qui se passe là, dans la tête, et puis de l'expression de genre, c'est ce que je donne à voir, ce que je montre. La première composante biologique, c'est le sexe biologique. Le sexe assigné à la naissance. À la naissance, on est femelle, mâle. Alors, cette décision-là, elle est prise en lien aux organes génitaux externes. Quand on ne nous fait pas, on ne va pas vérifier nos chromosomes, on ne va pas vérifier énormément de choses, et ce qui fait que la majorité d'entre nous, on peut de manière très claire dire, grâce aux chromosomes au caractère sexuel, aux hormones, ça, qu'on est mâle ou femelle. Il y a des attendus qui sont totalement normés. Mais il y a
des personnes intersexes. Je vais m'arrêter quelques instants sur eux parce que les personnes intersexes, ça concerne entre 1,7 et 4% de la population mondiale. C'est très très difficile en fait à dire parce que souvent, jusqu'à maintenant, elles étaient opérées. Je vais revenir, pardon. Je fais un rewind. Juste, je vous montre, alors je ne suis pas du tout professeur de SVT, mais quand même, je prends un peu de temps pour vous montrer cette différenciation qui me semble, par exemple, une ressource utile si on veut travailler avec des lycéens. Pour montrer que, au départ, de manière embryologique, le sexe est le même. Chez le mâle comme chez la femelle, à 10 semaines de gestation, donc vous voyez, il y a une différence, mais cela dit qu'il n'est pas encore importante. Et là, on comprend déjà que, par exemple, le corps du clitoris et le corps du pénis, en fait c'est la même chose, et que ça va se transformer ensuite. Et si on avance, on arrive à l'âge adulte, à ça, et on voit là, dans ces deux schémas, en fait, que, par exemple, le sillon urogénital qui va se creuser, former l'entrée du vagin chez une fille, alors qu'il va se fermer et former le pénis chez un garçon, que le gland du clitoris et le gland du pénis, en fait, ils ont la même origine embryologique, que le corps du clitoris, le corps du pénis ont la même origine embryologique, que les grandes lèvres et les bourses ont la même origine embryologique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça me paraît intéressant. Alors d'ailleurs, pour nous déjà adultes, de le savoir, parce que moi, il y a quelques mois, je ne le savais pas. Et puis avec des lycéens aussi, ça me paraît très important, justement, pour leur montrer qu'au départ, l'embryon est le même. Et donc, bien sûr que pour la grande majorité, il va y avoir ensuite une distinction mâle, une distinction femelle, mais que bien sûr, puisque dans la nature, il y a tout le temps, la nature est faite d'exceptions, il va y avoir des exceptions. Et ces exceptions, on les appelle donc des personnes intersexes. Ce sont des enfants qui naissent avec des organes génitaux dits ambigus, qui ne respectent pas cette norme binaire, mâle, femelle. Alors, je n'ai pas m'attarder sur ça. Pour ceux qui seraient intéressés, je fais une parenthèse, je vous conseille un podcast sur Arte Radio qui s'appelle Nous sommes intersexes, que vous trouvez sur toutes les plateformes. Podcast qui est très très intéressant parce qu'il nous offre à écouter le témoignage de personnes intersexes qui ont 20, 30, 40 ans et qui nous expliquent notamment ce qui s'est passé pour eux depuis leur naissance, à la fois les opérations, les mutilations, la douleur, très très importante encore aujourd'hui. Les statistiques, elles disent qu'encore aujourd'hui dans le monde, il y a 80% des personnes intersexes qui disent avoir subi un traitement hormonal, je crois 50-60% traitement chirurgical. Voilà. Bon, donc je ne m'attarde pas plus sur ça, mais en tout cas, c'est important de savoir que déjà, au niveau du sexe à la naissance, il y a bien sûr mâle, bien sûr femelle, et puis il y a aussi des personnes intersexes. Ça, c'est de la composante physique, la physique. Deuxième composante, c'est la composante psychologique, c'est ce qu'on appelle l'identité de genre. C'est la manière dont on se sent à l'intérieur, c'est son intime profond. C'est comment je m'identifie, comment je me ressens. Et on va être cisgenre. Si le genre ressenti correspond au sexe biologique, je vais être une personne transgenre. Si mon genre intime, profond, ne correspond pas au sexe biologique assigné à la naissance, et je vais pouvoir me définir comme non-binaire si le genre ressenti ne se situe pas dans la binarité du genre. Alors, non-binaire, c'est un terme qui est un peu parapluie dans lequel il y a à l'intérieur agenre, gender fluide. Je pourrais revenir sur ces précisions si ça vous intéresse. En tout cas, l'identité de genre, elle peut ne pas être en lien avec le sexe assigné à la naissance. Et déjà, ça permet de distinguer en effet ce qui est de l'ordre du physique et ce qui est de l'ordre de mon ressenti profond. J'insiste sur le principe d'autodétermination, c'est-à-dire que le genre, en fait, c'est moi qui m'autodétermine dans mon genre intime et profond. Pardon, je fais une parenthèse, je reviendrai. Donc, être transgenre, bon, trans, c'est le préfixe à travers, qui désigne donc les personnes qui vivent dans un genre social différent. Transgenre, c'est un adjectif. C'est important de considérer que c'est un adjectif parce qu'en fait, on parle d'une personne transgenre ou d'un homme transgenre ou d'une femme transgenre. Et une femme transgenre, c'est une femme. Alors, bien sûr, après, on peut dire,
c'est une femme qui, en fait, était avant un homme. Mais en fait, peu importe, c'est une femme transgenre, c'est une femme, puisque dans son intime profond, c'est une femme. Et donc, un homme transgenre, c'est un homme. Et il y a des personnes qui vont se qualifier comme, qui vont se présenter comme transgenres, se qualifier, et puis il y a des personnes qui vont se présenter tout simplement comme hommes et comme femmes. Est-ce que c'est important de savoir s'ils sont transgenres ou pas? Je ne suis pas sûr. En revanche, c'est important de savoir que nous, en tant que personnel de l'éducation nationale, on a devant nous des élèves qui sont des élèves transgenres. Parfois on le sait, parfois on ne le sait pas. Ou s'ils ne sont pas transgenres, ils sont en questionnement de genre. Et que donc ce questionnement de genre, ben, c'est intéressant en fait de s'en préoccuper dans la façon dont on est aux élèves. Alors c'est bien de plus utiliser transsexuel, qui était un terme au départ utilisé, un terme plutôt pathologisant, psychiatrisant. Et donc on parlera plutôt de personnes transgenres ou de transidentité pour évoquer justement ce principe d'autodétermination. Bon, il y a une vidéo ici, fait par Jean, qu'on ne va pas regarder aujourd'hui, mais que vous verrez dans le diaporama, là encore, qui explique très bien ce qu'est être une personne transgenre, qui explique le processus du changement social, physique et ou administratif. Ce qui est important aussi, c'est de considérer qu'il y a autant de personnes transgenres que de transitions, que de transidentité. Un petit rappel légal, depuis 2016, en fait, une personne transgenre n'a plus à prouver qu'il a été opéré ou qu'il a reçu des traitements hormonaux. Il doit toujours passer devant un juge. C'est important de le savoir parce que les associations, notamment de personnes transgenres, s'en plaignent. C'est une revendication, légitime ou pas, mais qu'il est important d'avoir en tête. En tout cas, depuis 2016, elles n'ont plus à prouver que en termes physiologiques, elles ont changé de sexe. En France, bien sûr. Alors, un petit mot sur le mégenrage. Le mégenré, c'est le fait de désigner volontairement ou non une personne par des marqueurs autres que celui auquel il s'identifie, donc dire monsieur à une femme ou l'inverse. Alors, le mégenrage, il est vécu souvent pour une violence transphobe, donc c'est important d'être vigilant. Et puis, on a le droit de se tromper aussi. Hein. Donc, on peut aussi se tromper, et si on s'est trompé, on demande en fait à la personne à laquelle on parle, ça, on peut s'excuser déjà, puis c'est tout, pas insister plus que ça. Puis parfois, on peut demander aussi. On peut demander parce que c'est la troisième composante qui est importante, la composante sociale de l'identité sexuée, c'est ce que je donne à voir. Ce que je donne à voir dans mon physique, dans la manière que j'ai de me coiffer, de me montrer, de parler, ça c'est mon expression de genre. Et en fait, mon expression de genre, elle va s'adapter plus ou moins aux stéréotypes de genre masculin, féminin. On a tous et toutes une expression de genre qui va se rapprocher plus ou moins des stéréotypes masculins ou féminins, mais qui va se modifier aussi. Se modifier selon si on est au travail, si on est avec nos amis, selon si on fait la fête, selon si on est, selon notre période de vie. Et l'expression de genre, souvent, on la colle à l'identité de genre. En fait, ça, c'est vraiment important de montrer aux élèves la différence entre l'identité de genre, c'est-à-dire comment je me sens profondément, et mon expression de genre, c'est-à-dire ce que je donne à voir. Alors, il y a plein de mots qu'on peut utiliser qui sont spécifiques à l'expression de genre. Butch. On parle de butch, une femme dont l'expression de genre se rapproche plutôt des stéréotypes du genre masculin, l'inverse, folle. Ces deux termes étant, au départ en tout cas, des insultes, des termes très péjoratifs, qui aujourd'hui sont récupérés par une partie des personnes LGBT comme une réappropriation du stigmate, hein, comme très souvent chez des minorités. Voilà, il faut quand même se méfier de l'utilisation de ces mots-là, en tout cas redire, notamment aux élèves, que ça peut être des termes très péjoratifs. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'androgyne, une personne dont l'apparence ne permet pas de déterminer si c'est un homme ou une femme. Les drag queens ou drag kings, c'est intéressant d'expliquer qu'il s'agit d'art et de performance et d'amusement. Une drag queen, un drag king, c'est quelqu'un qui s'amuse et qui performe autour de l'expression de genre. Et donc, cette expression de genre n'a rien à voir avec ce qu'il est profondément. Voilà. Un drag queen, une drag king, bon,
femme, homme, en fait, peu importe. Ce qui est important sur scène, c'est ce qu'elle donne à voir. Donc voilà, ces trois composantes-là de l'identité sexuelle, c'est très important de voir la différence. Voilà. Il y a mon corps, il y a ma tête, en tout cas, et puis il y a ce que je donne à voir. Et donc ça ouvre un champ des possibles énorme. Ce que j'aime bien faire, j'aime bien montrer ça aux élèves parce que je leur dis, mais ça ouvre une liberté folle en fait, de qui je peux être, comment je me montre, et la liberté de l'autre aussi. Ça veut dire que l'autre, il peut en fait faire ce qu'il veut. Après, il y a des règles, des lois. Mais de comment il s'habille, comment il parle, en fait, tout ça, ça n'est que si on essaye de se détacher un peu de la binarité homme-femme, et si on est clair sur ces trois composantes, ça permet souvent de détendre les dialogues qu'il peut y avoir par rapport à ça. J'ai pas parlé d'orientation sexuelle, justement. Pas du tout. Exprès pour différencier l'identité sexuelle. Donc, vous avez compris que l'identité sexuelle, c'est entre moi et moi. L'orientation sexuelle, qui n'a rien à voir, c'est l'attirance que j'ai pour les autres. Donc, on parle d'orientation sexuelle ou d'orientation d'attirance romantique. C'est l'attirance affective et sexuelle. Bon, elle n'est pas acquise, c'est pas un choix. Je pense que vous le savez, mais je le redis. Et surtout, ce qui me paraît important, c'est que rien n'est fixé. Au cours de la vie, ça va évoluer, ça peut être complètement fixé toute la vie ou pas. Alors, cela dit, plus on avance quand même dans la génération et moins c'est fixé. Il y a un rapport, par exemple, sur la sexualité, enfin, une étude, très forte, grosse étude qui est sortie il y a quelques mois de l'INSERM sur la sexualité des Français, qui a posé plein de questions absolument passionnantes, et notamment qui pose la question: est-ce que vous vous considérez comme strictement hétérosexuel? Ils interrogent les 18-29 ans, et aujourd'hui, les 18-29 ans, 37% des filles disent non. Je ne me déclare pas comme strictement hétérosexuel. Donc 37% des femmes, 18% des hommes. Donc ça montre quand même comment... Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il y a un passage à l'acte. On est dans les fantasmes, dans l'attirance, peu importe d'ailleurs. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant de savoir que nos élèves, en tout cas parmi ces élèves, il y a cette génération-là, cette future génération-là. Et que là, quand même, il y a une transformation entre ce qui peut être évoqué aujourd'hui en termes d'orientation sexuelle et romantique et ce qui pouvait l'être il y a même 10 ou 20 ans. Alors, je reviens sur mon acronyme parce que quand on reprend cet acronyme LGBT, ben on voit bien qu'en fait, on mélange un peu tout. Donc, LGB, lesbienne, gay, bisexuelle, ben là, on parle d'orientation sexuelle ou d'attirance. Le T, c'est le T de transgenre, donc on est dans l'identité. Et puis ben, le plus, c'est les autres. Voilà. C'est les autres diversités. On a parlé des personnes intersexes. On peut aussi parler des personnes asexuelles, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas d'attirance sexuelle ou romantique. Des personnes pansexuelles, c'est-à-dire qui ont une attirance pour les personnes, en fait, sans considérer que le genre est important. Bon, homosexuel, hétérosexuel, je n'y reviens pas. Il y a une liste, ça bouge. Là encore, je pense que c'est important de les connaître, ces mots-là, parce que les élèves les utilisent. Et c'est important de ne pas s'y arrêter trop non plus, parce qu'en fait, ça bouge. Ça montre juste qu'il y a une évolution de. Voilà. Alors, je donne 3 exemples juste pour expliquer en fait comment ça peut se jouer ça sur notamment les célébrités. Alors Bilal Hassani, qui est un chanteur qui a concouru pour l'Eurovision il y a quelques années, qui a subi une vague très importante de cyberharcèlement à l'époque. Si on résume pour lui ce qui se passe, en fait, c'est que ça s'est né à la naissance mâle. Son identité de genre, il est cisgenre. Il a une expression de genre qui est très fluide, c'est-à-dire qu'il se rapproche beaucoup des stéréotypes féminins, quand il est notamment en spectacle. Et puis, si on regarde par exemple dans des vidéos YouTube, il se rapproche beaucoup des stéréotypes masculins. Et il a une attirance sexuelle homosexuelle. Alors, c'est parce qu'il le dit, hein, bien sûr. Anne-Gabi Odile, qui est une mannequin belge, elle, c'est une personne intersexe. Je vous engage à regarder ses vidéos. Donc, elle parle d'elle, c'est absolument passionnant.
qui est une femme dans son genre, une expression de genre féminine et qui se dit hétérosexuelle. Tristan Reese, lui, qui est connu parce qu'on considère que c'est le premier homme transgenre enceint. Voilà. L'attirance sexuelle, homosexuelle en l'occurrence. Mais ça aussi, en fait, de donner ces exemples-là aux élèves, ça permet de voir que tout est possible. Et une fois de plus, le fait de voir qu'il y a plein de possibilités, me semble-t-il, en fait, permet de s'ouvrir, en fait, et s'ouvrir aux autres. Est-ce que Christine, je m'arrête là un peu ou pas? Pourquoi? Écoute, il n'y a toujours pas de questions dans le chat, donc je pense que l'on peut continuer. Je te ferai signe. Bien sûr, très bien. Alors, quelques chiffres, quelques constats. Je vais échanger avec vous sur, enfin échanger, j'aurais bien aimé, sur 5 phrases qu'on entend parfois. Et alors, je vais essayer, alors on va essayer ça. Hein, voilà. Donc, si vous y arrivez, vous pouvez aller sur WooClap, taper le code CUNFUN, et alors, a priori, on va voir si ça fonctionne. Voilà, j'ai mis le lien dans le chat aussi. Hein. Vous devriez pouvoir avoir une question. Donc, la question est, enfin, pardon, l'affirmation, c'est les élèves se traitent régulièrement de PD, ce n'est pas si grave. Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. A priori, ça a l'air de marcher, super, je suis content. Voilà, donc vous pouvez voter. Bon, ok, donc voilà, alors je vais m'arrêter là parce que bon, on est à 95% dans du plutôt pas d'accord. Alors, bon, plutôt pas d'accord, bien sûr, mais cela dit, je dis bien sûr et en même temps, on l'entend. Beaucoup. Voilà, donc les élèves, enfin pour certains adultes, c'est pas évident d'ailleurs. Voilà, il y a des votants qui disent bah, on peut en discuter, les élèves aussi, donc c'est important d'en parler. Donc je vais, avant moi de faire un commentaire, vous proposer une vidéo et donner la parole à Estelle. Donc Estelle, c'est une lycéenne qui a été interrogée. Donc je vous propose cette vidéo. Au cours de ma scolarité, j'ai pas été victime d'homophobie directement parce que justement, je ne m'assumais pas exactement. J'étais dans une période où je me cherchais beaucoup, mais c'était plutôt des insultes indirectes qui me concernaient pas, qui concernaient la communauté en général. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à m'affirmer, donc je suis restée très renfermée sur moi-même et ça a eu un impact assez négatif sur ma scolarité et ma santé aussi. Je me sentais concernée par les insultes et les remarques qui pouvaient être autour de moi, mais en même temps, je voulais le rejeter parce que je voulais pas me sentir concernée. En fait, c'est un petit peu, je savais qui j'étais, mais je ne voulais pas l'accepter, donc je me rejetais moi-même et donc je me faisais du mal à moi-même. Je voulais rejeter ma vraie personnalité pour tout simplement m'intégrer plus facilement dans l'établissement. S'il y a des blagues que je pourrais citer, que j'ai malheureusement énormément entendues, c'est par exemple t'es un sale PD, ne fais pas ton PD. Et ça, par exemple, ce mot PD, c'est un mot qu'il faudrait arrêter d'utiliser comme beaucoup d'autres mots. Ça blesse énormément. Ça peut sembler drôle pour certaines personnes, mais non. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas drôle et ça fait énormément de mal. Dans ma scolarité, il n'y a vraiment personne qui a pu m'aider. Je me suis retrouvée vraiment toute seule avec moi-même. Du coup, c'était beaucoup de pensées dans ma tête, je me répétais énormément ce que j'entendais au quotidien et je me disais, je suis concernée par toute cette haine et je me dis, mais comment je peux m'accepter justement dans ce milieu? S'il y a quelque chose qui aurait pu m'aider, c'est de savoir qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à m'accueillir, à m'écouter et à me soutenir parce que c'est quelque chose de normal avant tout. Il ne faut pas oublier qu'on est tous humains, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe l'identité de genre. Mais ce qui serait bien aujourd'hui, justement, pour les jeunes LGBT, on parle vraiment du présent, c'est d'avoir un soutien au quotidien. Ça pourrait être par exemple des heures pour discuter justement de l'homosexualité, de l'homophobie, de la transphobie, et tout ce qui englobe justement ce sujet pour que ça soit mieux compris, mieux écouté, et tout simplement l'aborder comme n'importe quel autre sujet, et également apporter beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et beaucoup de compréhension pour tout le monde. Au collège, au lycée, tous égaux, tous alliés. Donc, alors c'est intéressant le témoignage d'Estelle. De manière générale, moi je vous engage à montrer des témoignages aux élèves, c'est toujours une efficacité redoutable. Là, ça fait partie de 4 ou 5 témoignages
dans le cadre de la campagne de lutte contre la LGBT-phobie du 17 mai. Donc, vous les retrouvez très facilement sur YouTube. Alors, bon, déjà rappeler que oui, c'est une injure, hein, PD, et qu'il y a donc des peines encourues, amende, bien sûr. Il y a des synonymes, voilà, donc j'ai mis ici, ça aussi, ça fait partie des séances qui peuvent être intéressantes, notamment au lycée, de travailler sur les insultes spécifiques. Alors, quand même, je ne vais pas m'y attarder énormément, mais sur les chiffres, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, en 2023, il y avait 4560 actes anti-LGBT+, ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'il y a une hausse de 13% par rapport à 2022, d'autant que, là aussi, c'est le ministère qui le dit, a priori, seulement 5% des victimes d'injures anti-LGBT+, déclarent avoir porté plainte. Donc, voilà. L'Observatoire des LGBT+ phobie en 2019 nous disait qu'il y avait 55% des personnes LGBT qui ont fait l'objet d'au moins une agression LGBT-phobe au cours de leur vie. Et ce même observatoire qui a demandé à 3013 personnes françaises, il leur a proposé 20 affirmations homophobes. Et il y en a 71% qui partagent au moins une affirmation homophobe. J'en ai donné quelques exemples. Cet observatoire des LGBT+ phobie, que moi j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière, il dit aussi en fait que l'acceptation de l'homosexualité, elle est croissante en France aujourd'hui, mais que, voilà, à la marge, il y a encore ça, par exemple. Il y a quand même 71% des personnes qui partagent une affirmation dite homophobe. Donc c'est quand même important d'être conscient qu'on est encore dans une société qui peut avoir des relents très homophobes et LGBT-phobes de manière générale. Les jeunes LGBT, concrètement en milieu scolaire, que nous disent-ils? Donc ça, c'est une enquête qui a été faite auprès de 17 000 jeunes, notamment grâce à Gabrielle Richard, qui est une sociologue du genre québécoise dont je vous invite à lire les livres. Donc, 54% des jeunes LGBT ont été victimes d'intimidation à l'école au moins une fois, en raison de leur orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre. 83% des élèves avaient entendu des commentaires déplaisants à l'égard des jeunes LGBT. 67% des élèves LGBT avaient été l'objet au moins une fois de remarques négatives. Voilà, donc quand même, ça dit la force de la violence, et si on continue, hein, c'est la même enquête, 41% des jeunes LGBT déclarent avoir été ridiculisés, taquinés, insultés, menacés à l'école, donc on est presque à 1 sur 2. 1 sur 10, 1 sur 10 agressés physiquement à l'école parce que LGBT, et 11% qui disent avoir envisagé de quitter l'école parce que LGBT+. Je m'attarde un peu sur ça parce qu'on sait aujourd'hui qu'un des motifs du décrochage scolaire, c'est la violence subie par les victimes. Notamment, on sait aussi qu'aujourd'hui, il y a une partie des élèves transgenres en questionnement de genre qui ne sont plus en fait à l'école, notamment au lycée, parce que le contexte est tellement violent pour eux que ça a été qu'ils ne peuvent plus y être. Et donc, on a un travail de prévention très fort à faire, bien sûr. Alors, deuxième affirmation, chez les mineurs, être transgenre, c'est parfois plus un effet de mode qu'une réalité objective. Alors là aussi, je pense que c'est à moi de vous ouvrir. Donc, je pense que maintenant, vous pouvez voter. Donc, chez les mineurs, être transgenre, c'est parfois plus un effet de mode qu'une réalité objective. Ok, alors bon, on va s'arrêter là, c'est intéressant. On est à peu près à 70, plutôt pas d'accord. 30% plutôt d'accord. Alors, bon, quelques commentaires sur ça. En fait, aujourd'hui, en fait, hein, la majorité des statistiques, en fait, des études, nous disent qu'il n'y a pas plus de personnes transgenres. Il y a une représentation médiatique des transidentités qui est bien plus importante, et aussi d'ailleurs une meilleure acceptation globale des personnes trans. Donc en fait, cette impression que parfois c'est un effet de mode, on peut en voir le côté positif, c'est-à-dire de se dire, ben oui, en fait, on en parle. Voilà. Alors qu'avant, on considérait que la transidentité, c'était au mieux une déviance, au pire une monstruosité. Il y a aujourd'hui un contexte moins anxiogène qui permet davantage de coming out des personnes transgenres.
c'est en fait ce qu'on a vécu il y a 30 ans pour les personnes lesbiennes, gays et bi. On a eu la même, donc les sociologues appellent ça parfois la panique morale, c'est-à-dire le fait de considérer qu'il y a une espèce de vague comme ça, mais en fait, objectivement, en fait, les études nous montrent que non. Bon, là encore, je me réfère à l'INSERM. Aujourd'hui, il y a 2,3 des femmes et 2,4 des hommes de 18-89 ans qui déclarent avoir déjà pensé à changer de genre. On n'est même pas dans les... Voilà. Bon, voilà, je pourrais revenir sur quelques chiffres, le cas échéant. Alors, je vais aller plus vite sur celle-là, parce que je pense que vous avez la réponse. Sur est-ce que les personnes LGBT, les élèves LGBT+, sont davantage harcelés que leurs pairs? Hélas, oui. Donc là, on est dans un rapport de 2022 qui prouve que le taux de harcèlement est doublé chez les collégiens, triplé, voire plus chez les lycéens. Bon, voilà, donc là encore, c'est important d'en avoir conscience. Vous, personnes ressources particulièrement, donc c'est être conscient qu'en effet, et puis vous le savez déjà, parce que c'est votre quotidien, de voir que oui, bien sûr, le fait d'être jeune LGBT+, ou le fait de penser qu'on est un jeune LGBT+, c'est très important ça aussi, peut être la cause de harcèlement. Souvent, les jeunes, notamment à l'école, au collège, subissent du harcèlement, de la violence LGBT-phobe, alors qu'eux-mêmes n'ont même pas conscience qu'ils sont LGBT, ou même qu'ils ne le seront peut-être eux-mêmes jamais d'ailleurs. Alors celui-là, je peux vous le laisser en sondage, ce qui me paraît intéressant. Le sujet des LGBT+, est suffisamment traité dans les enseignements scolaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça, c'est pareil, voilà, vous pouvez... c'est le même code, donc on est toujours dans WooClap, et c'est toujours le même code, CUNFUF. Le sujet des LGBT+, est suffisamment traité dans les enseignements scolaires. Alors, ça vote, ok. Merci pour votre participation d'ailleurs. Bah, ça me permet de vous imaginer derrière votre écran, derrière votre téléphone portable. Ça me réjouit. Bon, donc, ok, on est à, en gros, 90%, plutôt pas d'accord, un peu moins. Et 10%, 12%, plutôt d'accord. Bon, alors, ça, je vous laisse avec votre avis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'avis des élèves, en fait. Voilà, les élèves, quand on leur pose la question, et les élèves LGBT, il y en a 60% qui considèrent que leur besoin en tant que personne LGBT n'a jamais été abordé dans les contenus scolaires. Alors, une fois de plus, que ce soit vrai ou pas, en fait, c'est quand même très important de se dire qu'il y a une très grande majorité des élèves, des jeunes LGBT, qui, quand ils sortent du milieu scolaire, disent « Non, en fait, on n'a jamais parlé de moi ». Je vais revenir, mais ça fait partie, ça, à mon avis, au quotidien, des gestes professionnels très, très importants qu'on peut avoir, qui n'est pas très compliqué, de favoriser la représentation, en fait, des jeunes LGBT, enfin, des personnes, des personnages LGBT dans nos cours, si on est enseignant, ou dans la façon dont on a parlé dans notre langage, quand on est personnel médical, éducatif et social. J'y reviendrai tout à l'heure. Bon, et le dernier, je vais aller un peu plus vite. Au sein des établissements scolaires, les agresseurs des élèves LGBT+, sont toujours d'autres élèves. Donc ça, c'est SOS Homophobie qui dit que non, que les agresseurs sont 70% des élèves, mais que tout le reste, ce sont des adultes. 20% personnel de direction, 14% les enseignants, 4% les parents. Ça aussi, ce chiffre-là, il est quand même important à avoir en tête parce que ça induit que le travail qu'on va faire, ça va être notamment un travail d'abord sur nous-mêmes pour déconstruire nos propres stéréotypes, nos propres préjugés. J'avance un peu. Alors, sur les conséquences des violences vécues, ça aussi, je peux aller un peu vite parce qu'en fait, les conséquences de ces violences, vous les connaissez tous parce que c'est les mêmes en fait que le harcèlement autre. Un taux de suicide plus important, il y a quasiment 20 points de différence entre les personnes LGBT et les adultes.
les personnes LGBT, les personnes non LGBT adultes sur l'écart. Et puis, les conséquences, elles sont, vous les connaissez, les jeunes LGBT, les conséquences des violences, il y a des conséquences sur la construction personnelle, donc une augmentation des conduites à risque, de l'isolement, du stress, bien sûr des conséquences sur la réussite scolaire, avec une augmentation du décrochage, une baisse de l'estime de soi, de la réussite scolaire, un stress plus important, dégradation de la santé physique et mentale des jeunes. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on est là, en fait. Prévenir la LGBT-phobie, c'est d'abord nous préoccuper de ces jeunes-là qui vont mal ou alors qui iront mal pour certaines ou certains à un moment, hélas. Alors, je vais parler de... Juste peut-être, je te partage ce qui a été noté dans le chat. Voilà, ça te fait une petite transition. Donc, je pense que effectivement, il semble que ça a un petit peu éveillé des interrogations par rapport à la question de est-ce que c'est une mode d'être transgenre, hein, donc par rapport à la réponse qui a été faite. Que voilà, donc ça semble pas si évident, quoi, hein, effectivement. Donc tu as bien dit que c'était, on n'avait pas constaté davantage de personnalités, hein, dans les enquêtes qui changeaient d'identité et donc après la question aussi qui s'est posée là, c'était, enfin je pense que ça éveille un peu on a des représentations en fait tous, hein, je pense, c'est ça, donc ça il faut que ça qu'on le digère et que peut-être on essaye de regarder un peu ce qu'est la réalité. En tout cas, c'est quelque chose qui est difficile à parler, ce que notent les collègues, c'est difficile à parler dans les classes parce que s'il y en a, ça met mal à l'aise. Et peut-être que nous-mêmes, en fait, je crois que le cœur de la question, du problème, c'est que nous-mêmes, adultes, ça nous met mal à l'aise. Et en même temps, on entend que les élèves disent que quand même, ils se sentent du coup un peu ignorés, quoi. C'est comme s'ils étaient un peu l'invisibilité de cette question. Et alors, merci pour ces remarques. En effet, ça me paraît important, en effet, d'accepter qu'on puisse être désarmé. C'est déjà a priori fondamental pour plusieurs raisons. Soit parce que ça résonne en nous, parce qu'en fait, quand on parle de LGBT-phobie, on parle, je l'ai dit, d'intime. Donc, comment cela pourrait-il qu'il n'y ait pas d'écho en nous? La deuxième chose, c'est que on est face à des adolescents et que la période de l'adolescence est une période de construction, d'équilibre et de déséquilibre. Et donc, alors on le sait tous, puisqu'on est des personnels de l'éducation nationale, mais particulièrement en termes de construction d'identité de genre, construction d'identité. C'est Romain Gary qui disait nous sommes tous des identités. Alors, on est tous des identités. Parmi celles-là, il y a l'identité de genre. Bon, mais bien sûr, pourquoi cette identité de genre-là, elle ne fluctuerait pas chez les adolescents, puisque tout le reste fluctue. Alors, nous, adultes, ça nous fait peur. Mais en fait, on peut aussi admettre qu'on accepte ça. Je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait d'études sur le fait qu'il y ait plus de jeunes en questionnement de genre. Mais peut-être que si on faisait cette étude-là, on se rendrait compte de ça, puisqu'en effet, les médias en parlent. Donc, on peut imaginer que puisque les médias en parlent, il y a plus de jeunes qui se posent la question. Mais, et alors? Parce que, en fait, parmi ces jeunes-là, en fait, la question va se poser comme la question s'est posée il y a 20-30 ans, bien plus sur l'orientation sexuelle. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas plus de lesbiennes, de gays ou de bi qu'il y a 20 ou 30 ans. Par contre, probablement que les gens s'autorisent davantage à se questionner. Voilà. C'est sûr que déjà l'évoquer dans des séances de prévention LGBT, par exemple, évoquer le fait qu'on puisse être personne cisgenre et transgenre, déjà entrer faire cette entrée lexicale, ça permet de prendre de la hauteur et aussi de ne pas parler des élèves qu'on a en face de nous, parce que c'est vrai que ça, c'est toujours un peu compliqué, en fait. Donc, dire de manière un peu théorique, entre guillemets, et notamment en partant de l'acronyme LGBTI, de dire c'est quoi T, rien que ça. Moi, mon constat dans les classes, c'est déjà que c'est important que les élèves le sachent et le comprennent, parce qu'en fait, souvent, ils ne le savent même pas. Qu'est-ce que ça veut dire, être transgenre? Déjà, il y a une définition, après, on peut discuter.
Voilà, donc c'est vrai que il y a eu d'autres échanges là sur le fait bon, voilà, on trouve que c'est de l'ordre de l'intime, que ça regarde chacun et que c'est surtout en fait euh, peut-être voilà, insister sur la notion de respect en fait, c'est toujours pareil, le respect de la différence, de l'expression de chacun dans ce qu'il est, de sa façon de se vêtir, mais c'est vrai, comme tu le disais, tout est plus complexe, plus compliqué à l'adolescence, quoi. Oui. Alors, c'est vrai que c'est de l'intime, et ça, il faut le redire aux élèves. Ça fait partie du cadre dans ces séances-là de dire on va parler de choses intimes, mais on ne va pas parler de votre intime, et vous n'allez pas en parler. Ça me paraît vraiment fondamental. En revanche, il ne faut pas se cacher derrière ça pour dire donc je n'en parle pas. Parce que avant ce propos-là, c'est comment dire, valider le fait qu'on est dans une société cis-hétéronormée. Dans lesquelles, en fait, ce qui va de soi, c'est le fait d'être cisgenre, hétérosexuel. Et donc, si je considère que c'est de l'intime, ça veut dire que c'est ça qui compte, en fait. Or, il y a des personnes transgenres, il y a des personnes LGBT, et donc il faut en parler. En tout cas, il faut que notre discours s'adresse aussi à elles et eux. Pas spécifiquement à elles et eux, mais notamment à elles et eux. Et bon, je vais revenir tout à l'heure, il y a des moyens, en fait, d'inclusion. On parle d'inclusion, en fait. Alors, une dernière question là, qui a réété écrite là par Armel. Comment gérer des jeux du type le dernier qui s'assoit, il est gay? Alors, je pense que c'est intéressant de les reprendre. Mais en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je pense que la première chose à faire, c'est de parler vocabulaire. C'est-à-dire de les reprendre et de dire, OK, c'est quoi un gay? Je tease, c'est pas grave. Comme ça, j'irai plus vite tout à l'heure. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, quand un élève se fait traiter de pédé? Là, devant moi en classe. Il y a des choses qu'il faut faire tout de suite. Par exemple, le dire. Dire que c'est illégal et expliquer pourquoi. Pourquoi c'est illégal? Enfin, pourquoi c'est une insulte? Parce que une insulte, ça dévalorise. Donc, on est dans la norme. Quand j'utilise une insulte, je dis que tu es inférieur à moi. Donc, si j'utilise l'insulte PD, en fait, je dis que je suis inférieur à toi. Quand j'utilise ce mot-là, gay, qui n'est pas une insulte, mais dans ce jeu-là, en fait, il est considéré comme une insulte. C'est celui qui ne fait pas ça est gay. En fait, donc, il est inférieur à moi. Je pense que ce qui est important, c'est de travailler avec ça, avec les élèves, et de dire, bon, mais OK, toutes les personnes qui sont gays, et peut-être qu'il y en a là autour, peut-être qu'il y en a qui se posent la question, si toute leur vie, on leur dit être gay, c'est être inférieur, être gay, c'est en fait une insulte, mais comment on peut se construire avec ça? Et je pense que, voilà, revenir rien que ça sur le mécanisme, le vocabulaire et le mécanisme, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui disent « Ouais, mais monsieur, en fait, PD, c'est pas PD ». Non, mais ils savent que PD, ça veut dire PD. C'est un mot. Et les mots, ils disent le monde, ils catégorisent le monde. Et les insultes, elles sont normatives. Voilà. Donc, ne plus utiliser PD, ne plus utiliser d'insultes sexistes, parce qu'en fait, c'est la même chose. Voilà, salope, c'est une insulte sexiste. Alors, l'idéal, c'est de ne pas utiliser d'insultes du tout. Et quitte à utiliser des insultes, autant ne pas utiliser d'insultes LGBT-phobes ou sexistes. Ok, merci Nicolas. Bon, alors, le temps passe, donc je vais peut-être aller plus vite sur le cadre légal et institutionnel, je ne m'en voudrais pas. Puis de toute façon, vous aurez le diaporama, mais je pense que ce n'est pas ça qui vous intéresse le plus. Bon, c'est la DILCRA qui est au-dessus de tout ça, j'en ai un peu parlé. Le comité interministériel, puis le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi on est là? Parce que d'abord, il y a un code de l'éducation qui nous intime à offrir un climat scolaire serein, protecteur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, concrètement, il y a des jeunes qui ne vivent pas dans un cadre serein et protecteur. Or, ils existent, ils sont là. Et donc, pour garantir leur réussite, il faut prévenir les LGBT-phobies. Cette prévention des LGBT-phobies, elle se fait notamment dans un cadre de l'éducation à la sexualité. Alors, je vais m'y arrêter un peu parce que donc, les programmes sont sortis le 4 février dernier.
On appelle ça maintenant donc l'éducation à la vie affective et relationnelle pour l'école primaire et pour le collège et le lycée, l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Je vous renvoie bien sûr à ces programmes pour les lire. Officiellement, les programmes se mettent en place en septembre prochain et officiellement, il va y avoir un grand plan de formation organisé par le ministère. Voilà, j'espère que ça va être le cas avant septembre, hein, en tout cas pour l'année suivante. Il y a quelques principes proposés à l'introduction que je vous propose parce que ce sera cela en fait qu'il faudra utiliser si vous mettez en place, et j'espère que vous le ferez, des séances de prévention ou LGBT-phobie. Avoir une posture neutre, ouverte et bienveillante, sans jugement, bien sûr, et susciter des échanges. C'est absolument fondamental d'être dans une réflexion et un questionnement avec les élèves. Et donc, on va entendre des choses qui vont être un peu difficiles à entendre, mais c'est pas grave, il faut les laisser entendre. On peut y revenir, on va y revenir. On peut aussi faire confiance aux élèves pour y revenir entre eux. Alors, il y a quelques éléments là que je vous ai donnés, mais en 6e, 5e, 4e, 3e, vous pouvez voir, voilà, travailler sur, par exemple, en 5e, ce que j'ai fait avec vous, c'est-à-dire différencier le sexe, le genre et l'orientation sexuelle. En 4e, travailler sur la notion de stéréotypes, de normes sociales, de modèles. En 3e, travailler autour de la discrimination. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, les LGBT-phobies sont intimement liées au sexisme. Et ça, j'insiste sur ça. On ne peut pas parler d'LGBT-phobie sans parler de sexisme, les deux étant intimement liés. Le référentiel des compétences professionnelles du métier de professeur à l'éducation nous rappelle, lui aussi, qu'on est là pour faire partager les valeurs de la République, notamment le refus de toutes les discriminations et de nous mobiliser contre les stéréotypes. La charte de la laïcité aussi, hein, l'article 9, ça peut être un point de départ, pas inintéressant pour travailler avec les élèves sur les LGBT-phobies. En fait, ça permet de faire une focale ensuite, mais de partir des discriminations en général. L'éducation morale et civique aussi évoque la prévention des LGBT-phobies, alors notamment, donc, en CM2, là on parle de sexisme, xénophobie, homophobie. En 5e, de la lutte contre les discriminations, en CAP, en première, de faire vivre les valeurs de la République. Et puis, il y a une circulaire en 2021, là je vais m'y arrêter un peu parce qu'elle est absolument fondamentale et souvent méconnue sur l'accueil des élèves transgenres ou des élèves en questionnement de genre. Cette circulaire, donc, qui date de 2021, elle fixe les règles à suivre à l'école, au collège et au lycée pour comprendre les réalités et la diversité des situations de transidentité et savoir y répondre tout en prévenant la transphobie. Là encore, je vous renvoie à cette circulaire de 4 pages qui donne des indications très précieuses sur la manière dont on peut, les gestes professionnels, les postures qu'on peut avoir, qu'on doit avoir parfois, envers ces élèves-là. Alors, je les ai résumés un peu rapidement ici. Il y a 3 mots-clés en gros, hein. L'écoute, l'accompagnement et la protection. Et cette écoute, cet accompagnement et cette protection, elle concerne à la fois les élèves et aussi les familles. Que nous dit cette circulaire? Elle nous dit d'abord que les personnes, de prendre en compte la singularité de chaque situation. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, qu'il y a autant de personnes transgenres que de transitions. Elle revient sur l'écoute attentive, bienveillante, l'accueil des questionnements et des besoins. Elle évoque le changement de prénom et de pronom. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Si l'élève veut changer de prénom ou de pronom, il a droit. Et ça va se passer au collège ou au lycée à partir du moment où la famille est d'accord. Donc vous voyez déjà le hic. Parce qu'en fait, si l'élève ne veut pas faire son coming out auprès de la famille, ça bloque. Si la famille ne veut pas, ça bloque. Et donc, que faire dans ces cas-là? On nous propose du dialogue. Voilà. Donc, il y a aussi des blancs dans cette circulaire. Mais quand même, la circulaire déjà en 2021 qui est de dire, si l'élève le demande, ok, on le fait. Et c'est possible. On change son prénom dans Pronote, on peut le faire. Pas pour les examens. Mais en tout cas, pour tout le reste, on peut. Et la circulaire intime toute la communauté éducative à le faire.
Ce n'est pas les enseignants qui décident s'ils le font ou pas. Si l'élève l'a décidé, que les parents sont OK, ben, OK, la communauté éducative va le faire. On nous parle d'expression de genre. Bon, j'y reviens pas, mais Christine m'a parlé. Juste, Nicolas, puisqu'on était sur les prénoms, là, il y a pas mal de questions autour de cette question des prénoms. Donc, si les parents ne sont pas d'accord, au sein de l'établissement scolaire, l'élève ne peut pas changer de prénom, c'est bien ça? Non, c'est pas possible. Non. C'est pas possible parce que la circulaire met en avant l'autorisation parentale. Voilà. Et oui, c'est l'autorité parentale, tant qu'il est mineur, c'est pas possible. Exactement. Voilà. Donc ça, il va falloir l'expliquer à l'élève, il va falloir l'accompagner. J'y reviendrai un peu tout à l'heure sur l'accueil des élèves transgenres concrètement, mais c'est important à la fois de savoir que c'est possible à faire, mais aussi qu'il y a une limite. Après, ça n'empêche pas que lui, il demande à se faire appeler de notre prénom, mais sur tous les bulletins, enfin surtout, voilà, c'est pas possible. Hein, non, clair. On ne pourra pas le changer. Ok, merci. Alors, il y a dans cette circulaire des indications, par exemple, sur comment aider les élèves transgenres dans l'usage des espaces d'intimité, les vestiaires, les toilettes, qui sont des espaces qui les rendent particulièrement vulnérables. Je vous renvoie là aussi. Et puis, cette circulaire, elle nous intime à, bien sûr, repérer particulièrement des manifestations de mal-être et de les protéger contre toute forme de discrimination, de harcèlement. Il y a aussi des ressources. Donc, je vous renvoie à cette circulaire. Je pourrais y revenir le cas échéant, mais elle est vraiment très, très riche. Alors, concrètement, comment faire pour prendre en charge les élèves victimes? Alors, je vais vous proposer 4 situations. Et à chaque fois, vous proposez à la fois des actions à court terme et à moyen terme. Alors, ça, j'en ai déjà un peu parlé. Comment réagir face à des insultes LGBT-phobes entre élèves? Mais concrètement, les reprendre déjà, tout de suite, rappeler la loi, et puis faire un rapport d'incident. On peut ensuite solliciter, par exemple, le CPE, la direction, notamment si on ne sait pas qui sont ces élèves, pour les identifier assez vite, et les informer de la gravité de l'acte. Conseiller l'élève de porter plainte. Et puis, rappeler au chef d'établissement qu'il est son devoir, même si c'est compliqué de rappeler parfois aux chefs leur devoir, c'est de faire un fait établissement. Pourquoi je vous le dis? Parce que au sein de l'Observatoire des LGBT+ phobie, on a une mission de faire un diagnostic des violences LGBT-phobes. Et pour l'instant, c'est très compliqué parce qu'il y a un delta très important entre les statistiques du ministère de l'Intérieur, les statistiques des associations et les statistiques de l'Éducation nationale. Or, on est lucide sur le fait qu'il n'y a aucune raison que les violences LGBT-phobes ne passent pas le portail des écoles, des collèges et des lycées. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ça ne remonte pas au niveau de l'académie, au niveau du ministère. Et donc, je vous engage à le faire, à faire des rapports d'incidents, vous, et à demander à vos directions de le faire, puisque ils sont obligés de le faire. Alors, je vous propose à chaque fois des actions à moyen terme. Bon, alors par exemple, proposer une médiation entre l'auteur et la victime, des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, ou des séances d'éducation morale et civique sur les insultes. Et puis, je le remis à chaque diapo, mais ça me paraît important parce que pour vous, personnel, dans toutes ces situations, vous pouvez vous faire aider si vous vous sentez en difficulté. Il y a notamment ces 2 associations-là, donc Écoute contre l'homophobie et SOS Homophobie, c'est des numéros verts. Alors, bien sûr, il y a des personnels référents dans les établissements scolaires, mais il y a aussi ces numéros-là, donc n'hésitez pas à les utiliser si vous pensez qu'à un moment, vous êtes en difficulté. La deuxième situation, c'est comment accueillir le témoignage d'un élève ou d'une élève homosexuelle. Alors, à court terme, qu'est-ce que je peux faire? Je vais l'écouter. Et puis, je vais essayer de comprendre, en fait, pourquoi il me parle. Je vais le ou la rassurer, et puis je vais lui demander ce qu'il ou ce qu'elle attend de moi. En fait, pourquoi il ou elle vient vers moi? Est-ce que c'est par rapport à sa famille, par rapport à ses pairs, par rapport aux adultes? Bien sûr, je vais vérifier qu'il ou elle est en sécurité. Le cas échéant, faire un signalement. Donc, à l'équipe phare, faire une information préoccupante si vraiment je sens qu'en lien avec l'assistante sociale.
Je peux lui proposer aussi d'en parler avec un personnel qualifié. À moyen terme, d'autres actions, là encore, j'y reviens pas parce qu'en fait, c'est un peu toujours les mêmes. Proposer des séances comme vous aurez le diaporama. La troisième situation, c'est comment prendre en charge dans l'établissement un élève en questionnement de genre. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Alors au départ, les modalités sont bien sûr les mêmes, hein, de l'écouter, et pareil, d'essayer de comprendre pourquoi il ou elle m'en parle. Christine en parlait tout à l'heure, la première chose à faire, c'est d'essayer dans ces situations de se distancer le plus possible de ses propres projections, de ses propres fantasmes, de ses propres représentations, et donc poser la question, ah mais toi, en fait, toi tu attends quoi de moi? C'est quoi tes besoins? Et donc pareil, hein, vérifier ensuite qu'il est en sécurité, et puis le cas échéant, proposer là encore une médiation avec un personnel qui serait formé. Il y a au sein de vos établissements scolaires des infirmiers, des médecins scolaires, des assistantes sociales, un référent égalité filles-garçons qui officiellement est aussi d'ailleurs le référent des LGBT+ phobie. Alors il n'a pas toujours été formé, mais en tout cas, ça peut être un personnel expert. Le psychologue de l'Éducation nationale aussi qui peut vous aider à ça. Et ensuite, il y a un travail d'équipe qui est à mener, bien sûr. En étant particulièrement vigilant au lien avec la famille, parce que si vous n'avez pas l'accord de l'élève, si vous en parlez à la famille, vous faites ce qu'on appelle un outing. Et l'outing, au-delà, alors d'abord c'est interdit par la loi, mais en plus c'est quand même très très violent. Donc à chaque fois, vérifiez que l'élève est OK pour qu'on en parle. Justement, si un élève a été outé, alors qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, très vite solliciter le chef d'établissement, le ou la CPE, les référents, l'équipe phare pour essayer de voir, d'intervenir, en fait, identifier les élèves qui ont commis cet outing, faire un rappel à la loi, puisque c'est illégal, interdit par la loi. Excuse-moi Nicolas. Enfin, déjà, moi je pose la question, je ne sais pas ce que c'est un élève outé. Alors, donc un élève outé, c'est un élève qui a subi un outing, donc dont on a révélé sans son accord qu'il était son genre ou son orientation sexuelle. Ouais, merci de m'avoir arrêté. Merci. Donc un outing, alors pourquoi c'est interdit? En fait, c'est parce que ça va exposer la personne outée à, le cas échéant, des discriminations et du harcèlement. Donc c'est la mettre en danger. Et donc c'est une atteinte à la vie privée qui est condamnée par l'article 9 du Code civil. Ça, c'est important aussi d'en parler aux élèves, quand même. Qu'est-ce que c'est interdit par la loi? Il n'y a que moi qui peux décider de révéler mon genre ou mon orientation sexuelle ou mon attirance romantique. On peut conseiller à l'élève de porter plainte. Là encore, solliciter le chef d'établissement et lui demander de faire de poser une sanction, de faire un fait d'établissement. Et puis, alors à moyen terme, si on a identifié les auteurs, par exemple, les impliquer dans une création de support qui, justement, évoque la notion de vie privée, l'obligation du respect de la vie privée. Là encore, des heures de MC, des heures des VARS. Il y a plein de ressources que je vous présenterai tout à l'heure par rapport à ça. À long terme, de toutes ces problématiques-là, il y a la nécessité très forte d'une réflexion collective à la prévention des LGBT-phobies dans des instances dédiées. Alors, le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement est une instance dédiée à ça, qui doit se réunir au moins 2 fois par an. Donc, vous pouvez, vous, en tant que personnel, demander à ce qu'il soit, à l'ordre du jour, il y ait la prévention des LGBT+ phobies. Les élèves sont les meilleurs pour prévenir les LGBT-phobies. En conseil de vie collégienne, en conseil de vie lycéenne, c'est vraiment important qu'à un moment, ce soit mis à jour et qu'on leur pose la question. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'établissement pour lutter contre ça? Le conseil pédagogique aussi, bien sûr. Et puis ensuite, des mobilisations. Donc, par exemple, se mobiliser collectivement le jour du 17 mai ou autour du 17 mai, de cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie. À long terme aussi, vous pouvez demander un stage établissement. Il y a 3 stages établissements différents, mais qui sont complémentaires. Il y a un stage établissement d'une journée qui existe sur la prévention des LGBT+ phobies, où on viendra chez vous, et puis voilà, on s'adaptera à vos demandes. Vous pouvez demander un stage plus global sur l'éducation à la vie affective relationnelle et à la sexualité. Là,
c'est, je crois, de mémoire 6 jours sur 2 ans, de manière plus globale. Et aussi demander un stage sur les compétences psychosociales, puisque développer les compétences psychosociales des élèves, c'est-à-dire développer leur estime d'eux-mêmes, leur capacité à identifier, exprimer leurs besoins, leurs émotions, gérer mieux les conflits, en fait, ces compétences-là, elles sont au centre de la lutte contre le harcèlement, de la lutte contre les violences, donc bien sûr de la prévention des LGBT+ phobie. Enfin, la sollicitation d'une association partenaire locale peut être aussi intéressante. Il y en a plusieurs dans la région qui existent. Alors, un petit point là sur les échanges dans le chat. Donc, il y a effectivement eu pas mal de réactions par rapport à l'histoire du prénom, et notamment une remarque sur le fait que si les parents sont d'accord pour faire le changement de prénom, donc comme l'indique dans la circulaire, ça peut se faire au niveau administratif. Et visiblement, il y a vécu, là, je te le partage, c'est qu'il y a des profs qui ont refusé de changer le prénom de l'élève. Donc là, c'est effectivement le chef d'établissement qui doit s'en saisir. C'est pour ça qu'il faut à la fois, il y a vraiment, quand on parle de violence, quand on parle de harcèlement, on a toujours en fait les deux leviers. Bien sûr, il y a un levier qui est un levier autoritaire, qui est important, parce que parce qu'on vit dans une école qui est pyramidale. On peut s'en plaindre, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc oui, c'est le rôle du chef d'établissement de rappeler la loi. S'il y a une décision qui a été prise, c'est à lui de la faire respecter. Mais on sait très bien que cette décision-là, elle ne sera prise et respectée que s'il y a aussi de la prévention, aussi du travail collectif, aussi de la réflexion. Et une fois de plus, moi, je peux comprendre que ce soit difficile pour un personnel de changer le prénom d'un élève. Donc la première chose, c'est déjà d'accepter soi-même que c'est difficile de faire ce travail-là. Et ensuite, c'est le collectif, c'est l'intelligence collective, c'est le travail collectif qui va aider à ça. Oui. Puis ça vient dire des choses aussi de la personne. C'est aussi parce que derrière, il y a du non-respect, alors qu'on travaille pour que les élèves se respectent entre eux. Et là, c'est l'enseignant qui ne respecte pas le choix qui a été fait par le jeune et qui est validé aussi par les parents, qui est validé par la loi. Enfin, donc, mais ça vient dire des choses de cet adulte-là. Sinon, il y avait aussi. Oui. J'ajoute quelque chose, c'est que très souvent, moi, quand je fais des interventions, des stages, et en effet qu'il y a des personnes comme ça qui posent un peu des questions, et qui se questionnent, moi, je leur dis toujours, mais et alors? Et en fait, et alors? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème concrètement si un élève veut changer de prénom? C'est quoi le problème concrètement si il y a un garçon qui, un jour, arrive avec une expression de genre féminine? Bien sûr. En fait, ça pose de problématiques. Et objectivement, à part ce que tu dis, réveiller des choses individuelles fortes, mais sinon, ça ne pose de problème à personne. En fait. Bien en tout cas, ça n'est violent pour personne. En tout cas, c'est important de le poser comme ça, effectivement, parce que souvent, ils sont inoffensifs, ces jeunes-là, quoi. Ils savent pas trop comment faire, justement, pour être eux-mêmes. Là, il y avait une question qui me semble très, très intéressante. C'est la question posée par, je pense, un professeur d'EPS. C'est la question des vestiaires en EPS. Alors, là, je renvoie à la circulaire. La circulaire sur les vestiaires, en fait, elle propose plusieurs choses. Alors, en gros, elle dit soit vestiaire seul, si on peut. C'est-à-dire qu'en gros, l'élève transgenre va aller tout seul dans les vestiaires à un moment. Soit l'élève va aller dans le vestiaire qui concerne son genre intime, mais la circulaire nous dit, dans ces cas-là, il le fait si ses élèves le savent, si ses pairs PIRS le savent. Donc, il y a une espèce pas de contradiction, mais en fait, ça veut dire que donc il faut qu'il ait fait son outing. Qu'elle ait fait son outing.
Donc, on voit le problème. Voilà. Donc, en gros, c'est ça que propose la circulaire. Le plus simple, c'est de dire, si il va au vestiaire à un autre moment, avant, après, ou alors il a un vestiaire individuel. On sait que c'est pas simple du tout. Pour les toilettes, c'est pareil, hein, en fait. C'est que là, Les toilettes et l'internat. On me dit l'internat aussi. même chose. Voilà, toilette individuelle. Bon. L'internat, c'est plus compliqué parce qu'il y a des internats de lycée, en lycée de garçons. Enfin, c'est même pas au même endroit. Enfin, c'est compliqué là. Donc là, la circulaire, en fait, c'est le démarrage. Hein. On est au tout début. Ah oui, on est au début. Là, ça va évoluer encore, je pense. Parce que, par exemple, alors j'en parle parce que ça m'intéresse, moi, et puis j'en ai discuté avec des collègues d'EPS qui ne sont pas d'accord tous ensemble, c'est intéressant. Une des modalités que moi je propose dans les pistes pour prévenir la LGBT-phobie, c'est ne plus faire d'équipe garçon-fille. Ah oui. En fait, de rendre mixte, de forcer la mixité. Même pour les séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Bon, souvent, on met d'un côté les garçons, d'un côté les filles, et de manière avec une très bonne raison qui est de dire, en fait, elles vont se parler entre elles, ils vont se parler entre eux, et c'est plus simple. Et peut-être, sauf que parmi ceux-là, d'ailleurs, déjà, il peut y avoir des personnes, voilà, avec un questionnement de genre, et puis ça questionne aussi l'orientation sexuelle. C'est-à-dire que, est-ce qu'un garçon gay qui ne va être qu'avec des garçons va être très à l'aise dans cette séance-là? C'est ça. Voilà, je le mets en débat, je n'ai pas de réponse. Après, c'est intéressant, mais comme tu disais, on n'en est qu'au début. Et puis, de toute façon, le PS, c'est aussi la discipline où on se met en mouvement, où on a honte, qu'on soit transgenre ou trans. Enfin, c'est de toute façon compliqué de se montrer, de montrer un petit peu comment on bouge, quoi. C'est bouger son corps, c'est donner à voir. Donc, je pense que c'est pareil pour d'autres enfants qui n'ont pas ces questions-là, qui ne rencontrent pas ces questions-là. Pareil, il y avait aussi… Vas-y. Non, mais tu as fait raison de parler du rapport au corps, parce que, en fait, on parle d'LGBT plus phobie, on pourrait parler de grossophobie. Et oui, la grossophobie, exactement. Ça, dans les vestiaires, et une fois de plus, considérer qu'il y a des vestiaires garçons, des vestiaires filles, c'est ne pas se mettre à la place à un moment d'une fille lesbienne. Est-ce que cette fille lesbienne va être plus à l'aise dans un vestiaire de filles ou dans un vestiaire de garçons? Eh oui. C'est pas moi, il faut lui poser la question. Et puis je pense qu'il y a autant de réponses que de filles lesbiennes d'ailleurs. Donc moi je pense que dans l'idéal en fait, j'espère qu'on arrivera à un moment où en fait les élèves choisiront. Pourront choisir en fait ce qui correspond à… Il y a aujourd'hui on en est un petit peu au début là. Hein, ça fait, là aussi il y a une évolution. Ouais, on a du travail. Oui, il y avait la question aussi du barème. Alors, du barème, comment c'est? Du barème genré en EPS. Alors là, ça rentre dans des… Hein, ça va loin. Bon, voilà. Je crois qu'il faudra être attentif à l'évolution un petit peu des pratiques. Et puis, on avance au fur et à mesure. Hein. Et ça, pour le coup, les professeurs d'EPS, ils sont quand même… Enfin, pas en avance, mais il y a déjà des réflexions très importantes dessus, parce que c'est quand même les premiers à avoir évalué les progrès plus que la performance, bien avant tous les autres professeurs. Donc moi, je fais confiance aux professeurs d'EPS pour être en avance sur ça, en fait, mais parce qu'ils sont obligés. Oui. Et il y a l'intelligence collective des professeurs d'EPS par rapport à ça qui est assez admirable. Hein. Donc je pense qu'ils vont nous montrer la voie aussi. Oui. Je pense aussi qu'ils vont ouvrir. Oui. Merci, on va poursuivre. Il reste 10 minutes et je te laisse répondre. Il y a une dernière partie sur des pistes pour prévenir la LGBT-phobie. Alors, je vais parfois un peu me répéter, vous en excuserez, mais alors il y a voilà 7 thèmes en fait que je vous propose. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les LGBT-phobies? C'est déjà les détecter, les nommer, les sanctionner. J'en ai parlé. En prendre conscience et puis faire des rapports d'incidents, des sanctions, des faits établissements. Le cas échéant, pourquoi pas inscrire aussi la lutte contre les LGBT+ phobie et le sexisme dans le règlement intérieur. Il y a déjà des établissements scolaires qui l'ont fait. Quoi d'autre? Soutenir les élèves LGBT en les écoutant, en les rassurant,
en respectant le principe d'autodétermination que j'ai évoqué tout à l'heure, en sachant aussi orienter vers un personnel qualifié parfois, proposer des ressources. Et puis, il y a aussi la possibilité de se rendre visible comme une personne alliée. Une personne alliée, c'est une personne qui va être du côté d'eux, en fait. Alors, c'est un terme qui est plutôt utilisé par les personnes LGBT, mais c'est une personne vers laquelle je sais que je peux aller, qui me comprend, ou même si elle ne me comprend pas, elle est de mon côté. Alors, il y a un côté, il y a un vocabulaire un peu de guerre, en fait, hein, de combat, mais hélas, parfois, c'est un peu le cas. C'est-à-dire que parfois, les personnes LGBT, elles se sentent victimes. Et donc, il y a des victimes, il y a des maltraitants, et puis il y a les alliés, c'est-à-dire tous ceux qui sont là avec eux ou avec elles. Et donc, moi, par exemple, j'ai dans ma salle de classe cette affiche. Ici, on peut être soi, qui est une affiche d'éducation nationale. Donc ça, c'est l'affiche du 17 mai. Elle est affichée. Bon voilà. Alors, je l'ai présentée en début d'année, comme d'autres choses dans ma salle de classe. Et ça peut être un signal fort, en fait, pour les jeunes LGBT, en disant, bah oui, déjà, on parle de moi. C'est de moi dont je parle, on trouve. Et oui, a priori, je sais que M. Saint-Giron, bah, c'est un allié. Voilà. Il y a même un autocollant là qui existe, c'est, je crois, une CPE dans l'académie de Créteil, je crois, de Versailles, j'ai mangé son nom, désolé, qui a inventé cette queer-eye, donc qui invite les personnels qui le veulent à mettre cette queer-eye sur leur bureau. Et notamment les travailleurs, les assistantes sociales, les infirmières, les CPE, c'est aussi une façon de dire, bah, oui, si tu rentres ici, tu auras une oreille attentive. Lutter contre les stéréotypes de genre et les assignations binaires. Alors ça, très très difficile dans notre quotidien, mais absolument fondamental. Dans la façon dont on parle aux élèves, dans le contenu d'enseignement, proposer une éducation non genrée. C'est-à-dire au moins dans nos propos, ne pas renforcer les stéréotypes de genre. Ça passe donc notamment par le fait de ne pas astreindre dans les tenues, les équipes, les groupes, d'essayer le plus possible d'utiliser un langage épicène, inclusif, famille plutôt que père et mère, personne, partenaire, couple, ou alors d'utiliser les deux. Quand on s'adresse à une fille, de pouvoir lui dire, ben voilà, plus tard, quand tu seras amoureuse d'une fille, d'un garçon ou d'une fille, voilà, ou d'une personne. Repenser les espaces scolaires aussi, mais ça je ne m'y attarde pas, on pourrait y passer 1 heure. Les stéréotypes de genre, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que, par exemple, les personnes qui travaillent sur l'égalité filles-garçons, qui font des stages, ensuite, proposent aux professeurs des questionnaires et où elles vont, par exemple, compter le nombre de fois qu'ils interrogent des filles ou des garçons. Systématiquement, les professeurs interrogent plus les garçons que les filles. Dans un deuxième temps, quand on leur a fait remarquer aux professeurs, ils vont refaire, voilà, 1 semaine après. Et très souvent, le prof dit, non, mais là, j'ai interrogé autant les filles que les garçons, c'est sûr. Eh bien non. Souvent, on interroge même quand on en est conscient, hein, plus les garçons que les filles. Et quand on interroge à peu près autant les garçons et les filles, ce qui est sûr, c'est qu'on va interroger les filles pour de l'assertion, donc pour leur demander un accord, une question, alors que les garçons, on va plutôt les interroger pour des questions ouvertes, des questions qui concernent la création, l'élaboration intellectuelle. Bon, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des sociologues du genre. Je vous renvoie à ça, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire qu'on est tous empreints de stéréotypes. Voilà, c'est pas la peine de se lapider pour ça. Déjà, en être conscient, c'est fondamental. Être conscient que ça va être très difficile de les déconstruire, mais si déjà on dit ça, ben, on a fait une partie du chemin. Et donc, parmi ça, il y a bien sûr repenser son enseignement. Si on est enseignant, oui, donner de la visibilité aux personnes et aux personnages LGBT, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler d'Amélie Mauresmo quand on est professeur de PS. Parce que c'est ça a été une excellente tenniswoman, bien sûr, mais aussi parce qu'elle a eu un courage inouï de faire son coming out, qu'elle a subi beaucoup de harcèlement et que donc c'est important d'en parler. Parler d'Alan Turing, ok, c'est lui qui a inventé l'informatique, mais quand même, il a vécu une castration chimique parce qu'il était homosexuel. Et dire ça aux élèves, c'est pas parler de sa vie privée. En fait, bien sûr qu'on s'en fiche qu'il soit homosexuel, Alan Turing. Par contre, dire qu'il a subi une castration chimique parce qu'il l'était à l'époque, ça, c'est historique, en fait. Bon, voilà, parler de l'amour entre Achille et Patrocle, arrêter de dire qu'ils étaient amis, mais non, ils n'étaient pas amis, ils étaient amants, Achille et Patrocle, Hyacinthe et Apollon aussi,
Bertrand Delanoë, premier maire de Paris, homosexuel, ben oui, c'est important. Enfin, bon. Verlaine, voilà, Frida Kahlo, c'est le fait que Verlaine soit, alors bisexuel ça n'existait pas, mais en tout cas, ait des attirances Frida Kahlo, ben, bien sûr que ça a construit son œuvre. Donc, on va pas s'arrêter dessus, mais on va le dire, parce que ça fait partie d'elle, en fait. Oui, le fait que c'est une femme, ça a forgé son œuvre. Le fait qu'elle soit lesbienne, ça a forgé son œuvre. Donc, multiplier les représentations, et puis dire les lacunes aussi, parfois, dans les manuels scolaires. Alors, ça concerne notamment le sexisme. On se rend compte qu'il y a, dans un livre de français, un livre d'histoire, une grande majorité des personnels qui sont des hommes, par exemple. Bon, dire déjà, leur faire remarquer aux élèves que c'est pas normal, qu'il n'y ait pas autant d'hommes que de femmes. Voilà. Et que c'est pas normal non plus qu'il n'y ait pas des personnes historiques transgenres, LGBT, que on ne parle pas en histoire de la conquête des droits LGBT, parce que c'est important. Repenser l'éducation à la sexualité, alors, a priori, vous allez avoir à le faire dans vos établissements scolaires, mais donc en organisant des séances spécifiques, en éduquant au consentement et à une vie sexuelle épanouie pour toutes et tous, et en le pensant pour inclure les élèves LGBT+. Il n'y a pas une éducation à la sexualité spécifique pour les jeunes LGBT, bien sûr. Mais considérer, dès que je fais une séance d'éducation à la sexualité, que bien sûr, il y a devant moi des jeunes LGBT, déjà, je vais changer mon discours. Et puis, agir en réseau. Bon, j'y reviens pas parce qu'on en a déjà parlé un peu. Voilà, je m'arrête un peu sur ça. Dénoncer sa propre LGBT-phobie, j'en ai parlé. Oui, bon, si vous êtes là, c'est que déjà vous avez décidé de le faire, c'est formidable. De vous informer, de vous former, de réfléchir à vos propres représentations, de réfléchir à votre posture aussi. Voilà, je voudrais juste terminer par ça. Il y a ces deux liens. Donc, il y a le lundi 19 mai, une conférence à laquelle vous pouvez encore vous inscrire avec Arnaud Alessandrin, sociologue du genre, et qui, pendant 2 heures, va justement nous parler des mineurs trans. Il a écrit un bouquin passionnant, et donc, moi, je l'ai invité là. Vous avez jusqu'au 31 mars pour vous y inscrire. Je vous y engage vivement. Vous aurez le lien. Et un lien aussi vers Réséduc, qui est une mine, donc c'est le site pédagogique de l'Académie d'Aix-Marseille, d'une éducation A, dans lequel vous trouvez une mine de ressources, et notamment de ressources d'éducation, de prévention des LGBT+ phobie. 3 œuvres totalement subjectives, parce que je les aime, que je vous présente, plus spécifiques sur le harcèlement LGBT-phobe que vous pouvez utiliser dans des séances phares. Un téléfilm, La vie devant toi. Donc c'est un téléfilm, je cherche mes notes, je crois qu'elle s'appelle Violette. C'est Violette qui... Non, c'est pas grave, j'ai perdu mes notes. C'est pas grave. Bon, Violette, voilà, c'est une lycéenne, elle tombe amoureuse de Lisa et elles vont vivre quelque chose de très beau, sauf que Violette, elle va subir du harcèlement LGBT-phobe, essentiellement d'abord à cause de son expression de genre, au départ, parce qu'elle est proche des stéréotypes masculins, et puis ensuite parce qu'elle va faire son coming out, et Lisa, elle ne le veut pas. Donc c'est un téléfilm très fin, très beau, sur à la fois le vécu de 2 lycéennes, et aussi sur cette tension-là entre une jeune femme qui veut le révéler et l'autre pas, et la difficulté. Un livre à copier 100 fois, de Antoine Doll. Là, le narrateur, il a une difficulté très très importante avec son papa. Son papa lui dit « Papa m'a dit 100 fois comment il fallait que je sois et surtout pas pédé », lui a dit son père. Donc vous imaginez que pour le narrateur, c'est quand même très très compliqué. Heureusement, il y a Sarah qui est là, sa meilleure copine, qui va l'aider. Mais comment faire pour gagner l'amour d'un père homophobe? Voilà, donc très beau livre qu'on peut aussi proposer aux élèves. Et puis, Mauvais rêve d'Oshi, que je ne présente plus. Si, que je présente d'ailleurs, mais la très belle chanson. Là encore, une mine pour travailler sur le harcèlement, et bien sûr le harcèlement LGBT-phobe avec tous vos élèves. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. C'était super intéressant.
On n'a pas perdu beaucoup de monde en route. Même certes, ceux qui ont dû partir étaient désolés parce que c'était, voilà, ils avaient des contraintes. Mais c'était passionnant. C'était très clair, beaucoup de clarté. Voilà, il y a beaucoup de gens qui te remercient dans le chat. On est arrivé jusqu'à 280 personnes, 290 même. Voilà, donc pour rappel, effectivement, vous aurez l'enregistrement et le diaporama. Comme ça, vous pourrez récupérer aussi les liens que je vous ai mis dans le chat. Voilà, ça n'arrête pas de te remercier, Nicolas. Merci beaucoup, même si tu es un peu frustré de ne pas avoir pu échanger directement avec les collègues. Voilà, de cette invitation. Et je fais confiance, en fait, je vous fais toutes et tous confiance pour que la prévention des violences, du harcèlement, spécifiquement LGBT-phobie, mais soit au cœur de nos préoccupations. Et voilà, parce que il y a la fraternité. Souvent, cette valeur-là, on l'oublie un peu, là, liberté, égalité, fraternité. Cette valeur-là, si vous êtes là, c'est qu'elle est au cœur de vous-même aussi. Et voilà, moi, je vous fais confiance pour qu'on avance. Moi, je suis optimiste. Je suis optimiste sur l'avancée de l'éducation nationale actuellement. Même si on a l'impression parfois qu'il y a des retours de bâton sociétaux, il faut être très vigilant sur ça. Mais l'école avance. Moi, on m'aurait dit il y a un mois que les programmes de l'EVAR sortent. Je n'aurais pas cru. Ils sont sortis. Pas gagné. Le fait que là, moi, je passe 1h30 à vous parler, le fait que l'observatoire existe, donc on avance et merci. Merci. Voilà, n'hésitez pas à mettre voilà, donc il y a beaucoup de commentaires et à répondre aussi à l'évaluation en ligne que vous allez recevoir. Et merci encore, je tiens à vous remercier vraiment, puisque vous êtes les équipes ressources, pour votre engagement à nos côtés dans tout ce travail. Et je crois que voilà, cette thématique, cette visio-thématique a bien répondu à un besoin. Et voilà, on avance tous ensemble. Merci beaucoup, Nicolas. Bonne soirée à tous. Merci à toi. Bonne soirée à toutes et à tous.